Bien, bonsoir à tous. Je crois qu'on va pouvoir commencer la conférence. Écoutez, je tiens à excuser Pierre Minor qui a été retenu dans une réunion et qui nous rejoindra après les débats. Je voulais aussi remercier Amundi pour nous avoir gracieusement accueillis pour cette conférence débat du magistère de juriste d'affaires de Panthéon-Assas. Et je voulais également dire qu'il y a des caisses régionales de Crédit Agricole, des juristes de caisses régionales qui se connectent à cette conférence. Et donc je leur demanderai de mettre leur micro sur mute, de manière à ne pas perturber les débats, et également de ne pas prendre d'appel, surtout sur leur poste, parce que évidemment il y a des interférences très désagréables. Donc voilà, pour ces petites consignes, mais je vais tout de suite passer la parole au professeur Davout. Merci beaucoup. Chers maîtres, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers anciens du magistère, c'est un vif plaisir de vous accueillir à cette soirée débat qui a été voulue par les étudiants et qui est organisée presque intégralement par eux. Vous avez eu, chers étudiants, beaucoup de flair et un assez grand succès, si j'en juge au nombre et à la diversité des convives qui ont répondu favorablement à votre invitation, ici dans la salle et aussi, si j'ai bien compris, à distance. On nous a annoncé la venue de la directrice des affaires juridiques du MEDEF, Madame Joëlle Simon, sans doute attirée par la sensibilité du sujet. Nombreux de mes collègues professeurs de droit des sociétés à Assas sont présents. Et j'ai le plaisir de saluer Michel Germain, ancien directeur du magistère, et également le professeur Hervé Sainvet. Dominique Bureau, aux côtés de qui je co-dirige actuellement le magistère, m'a demandé de bien vouloir vous présenter ses excuses pour son absence ce soir. Il a été retenu en dernière minute auprès d'un membre souffrant de son entourage. Chers étudiants de troisième année, le thème que vous avez arrêté en accord avec vos professeurs, outre qu'il est très actuel, nous allons le voir, apparaît à tous fondamental, c'est la raison de notre présence ce soir, viennent d'être publiés, alors même qu'une lointaine rumeur les avait précédés, les rapports Nota-Sénard, tout récemment le rapport Frérot-Hurstel sous l'égide du Club des juristes. Et chacun attend de façon imminente la parution du texte du projet de loi Pacte, où devrait figurer, si ce n'est une redéfinition des sociétés de l'article 1832, au moins peut-être, entre autres innovations, une retouche de l'article 1833 du Code civil, traitant actuellement de l'objet et, je cite, de l'intérêt commun des associés. À l'heure où le Code civil, nous le savons, a été toiletté et qu'il a pris le soin de faire disparaître toute référence à la notion de cause, jugée atypique, vieillie, voire dangereuse en droit des contrats, nous sommes peut-être en droit des sociétés à la veille d'une évolution, d'une révolution, celle qui consisterait à faire remonter les motifs profonds, la sève sociétale, pourrait-on dire, les fondamentaux de l'entreprise et ses parties prenantes dans les normes fondamentales de comportement et de bonne gestion de la société personne morale. Pour en débattre, le magistère a choisi d'inviter ce soir deux des juristes français qui sont notoirement à la pointe de ces débats et qui défendent chacun, vous le savez, des positions plutôt tranchées et assez opposées. On va voir si le débat permet ce soir de les réconcilier sur certains points. D'une part, Daniel Hurstel, associé du cabinet Willkie Farr & Gallagher, qui, après quelques premières prises de position remarquées, a été appelé à présider les travaux de la commission ad hoc qui vient de publier cet important rapport intitulé « Le rôle sociétal de l'entreprise, éléments de réflexion pour une réforme », et peut-être nous en présentera-t-il tout à l'heure les grands axes. Et de l'autre, Dominique Schmitt, agrégé des facultés de droit, également avocat à la Cour, connu de tout étudiant et de tout professionnel actif en droit des sociétés et en droit boursier, pour les travaux nourris qu'il a publiés durant plusieurs décennies autour des thèmes de la protection de la minorité, des conflits d'intérêts dans les sociétés personnifiées et aussi des notions d'intérêt commun des associés et d'intérêt social. Et très récemment, c'est notre sujet, cette chronique Audalose autour de la tension unissant ou repoussante en droit
ces concepts de société et d'entreprise. Les débats de ce soir vont être introduits et animés par deux étudiants de 3e année du magistère juriste d'affaires, Annelise Salapian et Pierre-Louis Cyr. Alors je les remercie au nom de tous de leur effort pour la préparation, et il leur est confié le soin, difficile, de veiller notamment sur l'horloge, afin que, après les échanges, après la joute bilatérale, bien la salle puisse intervenir dans le débat et que nous puissions tous nous retrouver autour de 19h30 ou 19h45 pour poursuivre le débat autour d'un verre amical. Cette manifestation est abritée par Amundi, a été organisée avec le soutien du groupe Crédit Agricole et l'implication très personnelle de son directeur juridique, M. Pierre Minor. Nous leur adressons des remerciements appuyés. Aux intervenants, qui doivent être eux aussi remerciés au premier chef, je souhaite un fructueux débat et à tous une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette première édition de la conférence organisée par le Magistère. Donc nous tenons tout d'abord à remercier nos directeurs, M. Louis Davout et M. Dominique Bureau, pour leur aide et leurs précieux conseils pour l'organisation de cette conférence. Le thème qui nous réunit ici ce soir est celui des relations entre entreprises et sociétés. Il nous invite à titre liminaire à revenir quelques années auparavant aux États-Unis. En 1953, Eisenhower vient d'être élu président et au moment de constituer son gouvernement, il choisit Charles Wilson, PDG de la General Motors, comme secrétaire à la Défense. Interrogé par un journaliste sur les risques que sa nomination fait peser sur les intérêts des États-Unis, il déclare « Ce qui est bon pour la General Motors est bon pour les États-Unis et vice-versa ». Ce qui est bon pour la General Motors est bon pour les États-Unis, sans doute. Une autre question cependant est de savoir si ce qui est bon pour la General Motors doit être bon pour les États-Unis, autrement dit de savoir si, par-delà tout rapport de contingence, le bien commun doit servir de guide indéfectible pour l'action des entreprises. Deux conceptions peuvent en effet gouverner les relations entre entreprises et biens communs. La contribution des entreprises au bien commun peut d'abord être envisagée de manière purement incidente, comme par accident. Elle peut également être envisagée à titre principal, l'entreprise devant inscrire son projet dans une perspective plus globale de poursuite de l'intérêt général. Pendant longtemps, seule la première conception a prévalu. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est d'accroître ses profits, affirmait l'économiste américain Milton Friedman en 1970 au New York Times. Selon cet auteur libéral, l'entreprise n'est qu'un nœud de contrat dont la finalité unique est de maximiser ses profits en vue de les distribuer à ses propriétaires exclusifs, c'est-à-dire ses actionnaires. Tout engagement de l'entreprise au-delà de la loi sur des problématiques de bien commun dépendrait alors uniquement des convictions éthiques de ses dirigeants. Cet engagement philanthropique de l'entreprise, bien ancré dans la culture anglo-saxonne, vise à aider la société à guérir des maux qui ne sont pas du fait de l'entreprise. Cependant, bien conscient que de tels projets peuvent représenter un coût parfois très significatif pour les entreprises, plusieurs universitaires et praticiens ont cherché à légitimer ces dépenses par des critères de rentabilité économique et d'efficacité financière. L'engagement de l'entreprise pour le bien commun ne s'inscrit alors plus dans une logique philanthropique, mais plutôt dans une stratégie managériale poussant à son terme la logique du gagnant-gagnant. L'entreprise est alors menée à analyser les relations qu'elle noue avec ses parties prenantes afin de contenter les voies dissidentes qui pourraient nuire à ses intérêts économiques. Il ne faut pas s'y tromper, cependant, l'engagement de l'entreprise pour le bien commun s'exerce là encore en dehors de toute considération morale ou d'interrogation normative. La relation entre entreprise et société est donc envisagée dans une perspective purement instrumentale. Logique philanthropique, logique managériale, elles s'inscrivent toutes les deux dans un mouvement d'autorégulation où toute action légale est considérée comme légitime et où les enjeux de bien commun sont abordés de manière contingente sous l'angle de la charité et de la gestion des risques, des convictions éthiques et des rapports de force. Cette logique imprègne profondément le droit des sociétés français et particulièrement son siège, l'article 1832 du Code civil, lequel énonce que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Cependant, tant les entreprises qui se définissent aujourd'hui comme des entreprises citoyennes que le législateur, notamment dans des lois de 2001 puis de 2010, tentent à renouveler la question des relations entre les sociétés et le bien commun. L'exemplarité de l'entreprise ne serait alors plus envisagée de manière contingente, mais deviendrait au contraire la finalité même de sa conduite. 2 rapports de l'entreprise à la société sont alors envisageables. Le premier de ces rapports serait fondé sur une obligation de ne pas nuire, qui consiste à intégrer, si besoin par le droit, dans la pratique décisionnelle des dirigeants, la gestion des dommages collatéraux engendrés par l'activité de l'entreprise. La seconde conception est beaucoup plus exigeante. Elle consiste à imposer à l'entreprise d'adopter un véritable projet au service du bien commun. L'entreprise serait alors menée à prendre en compte dans ses choix d'investissement tous les enjeux environnementaux, sociaux, économiques ou politiques que rencontre la société française. C'est dans cette dernière perspective que plusieurs propositions de réécriture des articles 1832 et 1833 du Code civil ont été formulées. Ainsi, le rapport Attali de 2013 proposait d'ajouter à l'article 1833 du Code civil la formule suivante : « La société doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l'intérêt général, économique, social et environnemental. » Cette proposition avait été bien reprise dans le projet de loi Macron, sans être toutefois retenue dans le texte de loi final adopté le 6 août 2015. Le débat s'est de nouveau fait jour avec le projet de loi Pacte du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le projet de loi a donné lieu à un rapport rédigé par Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et aujourd'hui présidente du groupe de la société Vigeo Eris, et Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin. Le rapport formule 14 propositions destinées, je cite, « à favoriser une gestion moins court-termiste, moins instrumentale et ouvrir la porte à une plus grande responsabilité environnementale des entreprises. » Cela passerait notamment par une réécriture de l'article 1833 du Code civil. La société devrait être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Tentant d'adapter le droit des sociétés à cette nouvelle vision, le rapport recommande par exemple de confier au conseil d'administration la formulation d'une raison d'être visant à éclairer l'intérêt propre de l'entreprise et de la société. Toujours selon ce rapport, il conviendrait d'inciter les grandes entreprises à se doter, à l'initiative des dirigeants, d'un comité de parties prenantes indépendant du conseil d'administration. Preuve que toutes ces questions dépassent le simple cadre juridique et s'inscrivent dans un débat politique global, plusieurs tribunes appelant de leur vœu à ces réécritures ont été signées non seulement par d'éminents juristes, mais également par des personnalités du monde économique et du monde politique. Cependant, loin de faire l'unanimité, ces réécritures conduiraient à totalement bouleverser l'équilibre du droit des sociétés français, ainsi que les dynamiques et méthodes de gouvernance actuelles. Formidable opportunité pour ses défenseurs, terrible danger pour ses pourfendeurs. C'est pour débattre de tout cela que Maître Dominique Schmitt et Maître Daniel Hurstel nous font l'honneur et le plaisir d'être présents ce soir. Nous vous remercions pour votre participation à ce débat. Alors, le débat de ce soir portera essentiellement autour de 2 thèmes. Un premier thème qui concernera la définition du contrat de société et particulièrement le thème de la raison d'être de l'entreprise, dont la définition et les implications appellent quelques questions. Le second thème consistera à analyser la notion de partie prenante qui suscite aussi quelques interrogations. Avant d'entrer peut-être dans ces débats, une question introductive, et je m'adresse à vous, Maître Hurstel. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui, en 2018, qu'il soit nécessaire de réécrire l'article 1832, 1833 du Code civil, en tout cas le siège du droit commun des sociétés ? Merci de cette question. Merci au directeur du magistère et merci au magistère de m'inviter, de nous inviter à ce débat. La présentation que vous avez faite, professeur, c'est de rappeler un peu celle d'un ring. Mais dans la boxe, la règle est un peu différente. Je crois que c'est quand même, je ne connais pas bien la boxe, mais on est divisé en poids. Et là, il y a une inégalité qui fait que le débat ou le ring n'est pas tout à fait équilibré, puisque vous avez d'un côté un modeste avocat praticien et de l'autre côté un éminent professeur. Donc il y a une petite inégalité sur laquelle je demanderai l'aide des nombreux éminents professeurs dans cette salle.
je ne sais pas si c'est... Alors, d'ailleurs, vous appelez professeur ou confrère, vous m'avez dit en m'accueillant, vous étiez là avant moi, j'essaye de comprendre, ce qui montre toute la distance ou la perplexité que vous avez effectivement par rapport à ces propositions et que j'ai lues souvent, ou à plusieurs reprises en tout cas, chaque fois que c'est moi-même animé d'une initiative. Donc je ne doute pas de cette différence. Elle nous sépare, puisqu'il y a lieu de nous séparer, puisque nous venons du même endroit. Je le rappelle en passant, nous sommes tous les deux alsaciens. Ce qui est quand même intéressant de voir à quel point l'Alsace se passionne pour le Code civil. Bon, j'en viens à des propos plus sérieux. Pourquoi est-ce nécessaire en 2018 ? J'ai écrit la première fois sur la question en 2009, je crois, et régulièrement depuis. Donc je pense que c'est nécessaire depuis longtemps. Pour deux raisons que je pourrais détailler. Parce que le Code civil est obsolète sur cette question, véritablement obsolète par rapport à la pratique. Et pour le coup, la pratique, je la connais, que ce soit la pratique des grandes entreprises ou des petites, ou de la création d'entreprises. La rédaction de 1832 et 1833 ne correspond pas à la réalité de la société. Deuxième raison, c'est que c'est un droit qui manque d'ambition. Pour moi, c'est un droit qui manque vraiment d'ambition. Quand on dit une société qui est quand même l'acteur... Alors, toujours la difficulté que vous aviez aussi, société, on va dire. Mais je pense que dans les termes, vous comprendrez, quand il s'agit de la société qui nous entoure et qu'on voit bien ici, de celle qui est créée grâce à l'article 1832. C'est un droit qui manque d'ambition quand on dit que la société est constituée par les associés et pour en partager le bénéfice. Et quand on lit tous les ouvrages économiques, notamment, mais pas seulement, également philosophiques. On peut citer l'économique, le dernier ouvrage qui a eu beaucoup d'écho. D'ailleurs, c'est très, très amusant, le dernier ouvrage de Patrick Artus et de Marie-Paul Virard, qui vient de paraître il y a 8 jours, qui termine par un chapitre vers un capitalisme à l'européenne. Il faut quitter le capitalisme anglo-saxon. Et tout le monde, tous les journaux disent livre-choc, un homme qui n'est pas qui est connu comme un économiste libéral prend cette position, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Et tout le monde ensuite dit oui, mais les mêmes entreprises disent, tout le monde dit oui à ces débats-là, et il y en a de nombreux, depuis maintenant la crise financière, il y en a de nombreux, et tout le monde, quand il s'agit de modifier le texte, dit non, surtout pas. Donc je pense que c'est un droit qui manque d'ambition par rapport aux défis que l'économie rencontre aujourd'hui et qui sont bien connus et sur lesquels on pourrait revenir. Donc voilà, ce sont les deux principales raisons sur lesquelles on pourra revenir quand vous le souhaiterez. Maître Schmitt, peut-être que vous souhaitez répondre. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de réécrire ces deux articles, soit l'article 1832, soit l'article 1833 ? Est-ce qu'ils ont vieilli, comme le dit Maître Hurstel ? Est-ce qu'ils sont obsolètes aujourd'hui ? Voilà, on évoque bien souvent l'intérêt général, le bien commun, comme objectif. Tout le monde souscrit à de tels objectifs. Et je ne connais pas beaucoup de sociétés qui s'ingénieraient à maltraiter le bien commun ou l'intérêt général. Et je pense pouvoir dire que sur les 2 200 000 sociétés qui exercent en France, l'immense majorité d'entre elles font leur travail de façon correcte, en considérant l'intérêt général et le bien commun, en respectant les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et contrairement à ce qui est affirmé, ne sont pas à la poursuite de la maximisation du profit à court terme. Cette affirmation est fausse, statistiquement fausse et politiquement fausse. Alors à partir de là, on peut se demander pourquoi vouloir changer le contrat de société tel qu'il existe, non pas depuis 1804, mais depuis les temps romains, depuis la Renaissance chez nous, et aujourd'hui, où nous avons, Dieu soit loué, en France,
de très nombreuses entreprises qui non seulement font très bien leur travail sur place, en France, mais qui sont désignées souvent, et à juste titre, comme des champions à l'international. Alors, vouloir toucher à cet équilibre nécessite des raisons impérieuses, et il ne suffit pas, me semble-t-il, de dire que les articles 1832 et 33, qui sont appliqués encore une fois par 2 millions de sociétés, ne correspondent pas à la réalité, ou que ces textes manquent d'ambition. C'est inexact. Très bien. Donc, naturellement, beaucoup d'entreprises, voire toutes les entreprises, contribueraient au bien commun. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises a été considérablement renforcée ces dernières années. Il y a également de nouveaux textes sur les obligations d'information des entreprises. Donc, Maître Hurstel, peut-être que vous souhaitez réagir ? Oui, avec plaisir. Je voudrais quand même revenir juste sur une phrase, confrère. Je ne crois pas que les personnes qui sont en faveur d'une modification du Code civil comptent faire, ou je n'ai jamais entendu qu'elles entendaient faire la leçon aux entreprises. Et vous avez assisté, vous avez même parlé très récemment, parce que c'était hier soir, à une conférence dont le titre était « Est-ce à la loi de rendre l'entreprise éthique ?» Je pense que ça ne prend pas longtemps, on n'aurait pas eu besoin d'ailleurs de réunir une conférence pour cela, pour que tout le monde réponde non. Jamais été à la loi de rendre qui que ce soit éthique. Donc, vous avez raison, les entreprises ont des comportements, enfin je travaille comme vous avec elles quotidiennement et personne n'aurait l'idée de leur faire la leçon. Mais on est là un peu au centre du débat quand même. C'est que qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit encore dans la presse ce matin ? On voit plusieurs choses, il y en a une qui est plus grave, mais une qui est... En gros, on entend beaucoup sur ce débat, faites confiance aux entreprises qui se préoccupent du Code civil. On a mieux à faire, c'est assez facile, vous voyez, ça plaît à tout le monde. Est-ce que ce soir, le plus important qu'on ait à faire, c'est de modifier le Code civil ? Bon, la réponse, c'est peut-être non. On peut très bien, et puis faites confiance aux entreprises, c'est une phrase, ça fait envie, voilà, oui, bien sûr, on va faire confiance. Mais en gros, qu'est-ce qu'on dit en disant ces deux phrases ? Et qu'est-ce que disent les gens qui disent ces deux phrases ? D'une certaine façon, on dit aux juristes, mais rentrez donc chez vous. Pourquoi vous venez nous ennuyer ? Il y a une vie réelle, demain, celle dehors, c'est la vie de l'entreprise. Votre droit, il fonctionne très bien, il n'empêche personne de faire, mais surtout qu'il n'ait pas d'ambition, que le droit ne revienne pas au centre de la société. Il dit absolument plus ce qui correspond à la réalité. Il n'y a aucune création d'entreprise aujourd'hui qui soit faite par une réunion d'associés. Aucune. Quand vous écrivez « La société permet aux associés de réaliser », parce que je vous ai beaucoup lu, je vous ai lu depuis 1974, vous avez écrit énormément, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. À peu près 3 à 4 articles par an, c'est assez impressionnant. Mais avec une idée qui ne varie pas, qui d'ailleurs, c'est ridicule de ma part, mais elle est forte sur votre conception de l'intérêt commun des associés, c'est une idée forte, et vous avez raison, c'est une idée pure qui est forte en droit. Mais c'est précisément le centre de la question. Je vais venir, mais c'est quand même un peu le centre du débat. C'est que, est-ce que ce droit, quelle est l'ambition ? Est-ce qu'on doit avoir un droit pur, effectivement, avec des concepts clairs, mais qui s'écartent fortement de la réalité ? Ou est-ce qu'on doit, à un moment donné, remettre et ne pas accepter ? Parce que je crois qu'on est en train, d'une certaine façon, de se faire, quand le chef d'entreprise ou quand monsieur Gattaz, pour lever sa responsabilité, ça n'a rien à voir avec M. Gattaz lui-même, dit « Faites confiance aux entreprises, ne changez pas, ne changez pas le droit », d'une certaine façon, c'est garder votre droit pur et rester chez vous. Et effectivement, si vous l'adaptiez à la réalité, ça risquerait de compliquer votre vie. Je vous dis ça parce que je conseille quotidiennement des entreprises, et vous serez demain soit conseil d'entreprise, soit à l'intérieur d'entreprise. Et quelle est la difficulté, souvent, sauf dans certains cas, comme dans cette maison-ci, de la direction juridique ? C'est sa perception par son environnement.
On la cantonne parce que le juriste a encore tendance à préserver, et pense qu'il a plus de poids, plus de pouvoir, s'il préserve son précaré et ne touche pas trop à la pratique. Ça, c'est une réalité indiscutable. Indiscutable, et c'est vous, demain, qui serez dans cette situation-là, c'est vous qui devez la modifier. Donc non, pour ne pas être trop long, non, je ne considère pas du tout qu'il s'agit de donner de leçons aux entreprises, bien au contraire, mais il y a quand même, et on ne peut pas, et vous l'avez entendu hier soir, il y a la perte de sens, il y a les jeunes qui se détournent de l'entreprise, en particulier de la grande. Il y a clairement, depuis les années 80, une perte de sens. Oui, il y a des dirigeants, et beaucoup, et vous en aviez un à côté de vous hier soir, et il y en a beaucoup d'autres, qui essayent de donner du sens. Mais il y a ensuite les marchés. C'est une notion que vous ne prenez pas en compte. Vous ne parlez que d'associés alors qu'il n'y a plus d'associés. Il y a des investisseurs dès lors que l'entreprise est grande. Des investisseurs, et la durée de présence d'un investisseur dans l'entreprise est extrêmement brève. Et là, c'est des gens que je conseille, tout à fait honorables par ailleurs, mais leur fonctionnement est un fonctionnement de finance à court terme, enfin de profit à court terme. Et vous ne le contestez pas. Vous vous dites à quel titre, vous l'écrivez, à quel titre pourrait-on contester à l'associé de rechercher le profit à court terme? Qui pourrait faire ça? Ou si vraiment on veut le faire, alors qu'on le dise, et puis on verra qui investira. C'est précisément ce que vous écrivez. Tout ça est juste, mais n'est peut-être pas adapté au monde dans lequel on veut vivre. Alors la RSE, en un mot, bien sûr, très bonne chose. Très bonne chose. Oui, on ne peut pas dire le contraire, mais le débat est précisément maintenant d'incorporer, c'est d'ailleurs le rapport de Tassénard le dit en termes assez clairs, d'incorporer cette notion de RSE dans le fonctionnement même de l'entreprise, au sein même du conseil d'administration. On est trop souvent encore dans des cas, et du coup, cette défiance vis-à-vis de l'entreprise, où vous avez le conseil d'administration, et puis dans un autre étage ou une autre salle, la personne en charge de la RSE. C'est encore vrai. Je n'ai pas vu énormément dans les gens, en tout cas, que je conseille, j'ai pas... on irait plus loin en l'intégrant. Et puis dernier point, si vous mettez dans la loi RSE des lois, si vous mettez dans le concept RSE des lois comme la loi Vigilance, je ne considère pas que la loi Vigilance soit une bonne loi. C'est une loi difficile d'application, compliquée, et cette surrégulation, elle vient peut-être précisément d'une absence de la prise en compte dans la constitution même de l'entreprise d'autre chose que la recherche de profit. Alors justement, Maître Schmitt, je vais vous laisser la parole. Est-ce que ces dispositifs spécifiques tels qu'on peut les connaître, RSE, on sait aussi que la Cour de cassation développe une jurisprudence autour de la notion d'intérêt social. Est-ce que ces concepts ne sont pas suffisants aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent être modifiés par la réforme en implémentant une raison d'être de l'entreprise? Oui, merci. Je voudrais juste faire deux observations. La première... Maître Hurstel a parlé du marché et du fonctionnement du marché. Je crois que ce n'est pas dans le débat d'aujourd'hui. D'accord. Par ailleurs, vous avez indiqué qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'associés. Ben non. D'abord, il y a plus d'1 million de sociétés unipersonnelles en France. C'est la moitié des sociétés qui existent en France, elles sont unipersonnelles. Bon, il y a au moins un associé. Les autres, à 99%, ce sont des sociétés de famille, contrôlées par des familles. Et bien souvent des sociétés patrimoniales comme les SCI. Bien. Et elles ont des actionnaires, c'est la famille. Et leur objectif premier, c'est la pérennité. La pérennité de la société, la pérennité du patrimoine familial. Ce n'est pas le court terme. Pas du tout. C'est la pérennité. Et alors, il y a quelques sociétés cotées qui sont entre les mains d'actionnaires peut-être avides, oui, ça existe sûrement, qui peuvent rechercher un profit à court terme. Quelques-unes. Mais elles ne sont pas très nombreuses. Et si vous prenez nos grandes sociétés, je ne peux pas citer les noms, je ne voudrais pas en citer, je n'ai peut-être pas le droit, mais nos grandes sociétés françaises ont un actionnariat qui est très stable. Très stable. Voyez L'Oréal, voyez LVMH, Kering,
Hermès International, qui a dû se batailler pour conserver le contrôle. Et il y en a, sur les 600 entreprises cotées en France, il y en a au moins 400 ou 450 dont l'actionnariat est stable et fidèle. Bien, j'en arrive à l'incorporation de la RSE dans le fonctionnement de la société. Alors la société a traditionnellement été une structure organisée par des associés qui se partagent entre eux le pouvoir et le profit. Le profit vient de l'entreprise. L'entreprise, c'est une organisation qui a été créée, financée par la société et qui est gérée par la société. Voilà le cadre actuel. Et la société gère l'entreprise dans l'intérêt social. Il y a deux approches de l'intérêt social. L'une, l'intérêt social est l'intérêt des associés. L'autre, que la jurisprudence adopte, semble-t-il, l'intérêt social, c'est l'intérêt de la personne morale plus que celui des associés, c'est-à-dire c'est l'intérêt de la société à son développement, à sa pérennité et aussi à sa profitabilité. S'il n'y a pas de profit, il n'y a plus de société. Et par conséquent, la jurisprudence, par exemple, annule les cautionnements qui sont souscrits par une société pour garantir les dettes d'un associé. Ou de même, la jurisprudence sanctionne, toujours au titre de l'intérêt social, des décisions qui seraient prises par des organes sociaux au préjudice des créanciers. Alors pourquoi je parle de créancier? Parce que le créancier est une des parties prenantes de l'entreprise. Les parties prenantes de l'entreprise sont les associés, quand même, les créanciers, les fournisseurs, les clients, les banquiers et, de façon plus générale, les bénéficiaires des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc, lorsque vous souhaitez, et je reprends vos termes si vous permettez, incorporer la RSE dans le fonctionnement de la société, et notamment dans les fonctions et missions et responsabilités du conseil d'administration, vous faites entrer dans la société telle que je l'ai décrite et qui existe actuellement, des intérêts tiers, je dis bien des intérêts tiers, c'est-à-dire non associés, qui vont peser sur les décisions sociales, les décisions des organes sociaux. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je ne porte aucun jugement sur vos objectifs, mon cher confrère. Je pose simplement la question, si vos objectifs doivent être atteints, cela suppose que l'on mette en place les moyens de les atteindre. Et ces moyens, on peut en discuter si vous le désirez. Très bien, donc Maître Schmitt, vous nous avez parlé des parties prenantes de l'entreprise. Maître Hurstel, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur déjà peut-être la définition de ces parties prenantes et ensuite sur la manière dont on pourrait les intégrer au processus décisionnel et en cas de divergence entre leurs intérêts, laquelle prime et qui pourrait les départager? Bien, il y a beaucoup de choses. Tout ça est riche pour peu de temps et il y a beaucoup de choses, confrères, que vous indiquez sur lesquelles j'aimerais revenir et répondre à votre question. Je vais essayer de le faire brièvement et n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop long. Je commencerai peut-être juste par le dernier point que vous avez fait, dont je vous remercie. Oui,
cette question des intérêts des tiers, bon, les parties prenantes, ce sont les tiers. Alors, partie prenante, je vais en même temps répondre à votre question. Partie prenante est un terme banni. Tout d'un coup, le grand avantage du rapport Notat-Sénart, c'est qu'il n'y a pas le terme partie prenante. C'est une idée maintenant il y a des idées comme ça qui tout d'un coup, sont très fortes et qui circulent. Donc là, c'est bien, tout le monde est d'accord avec ça. Si je n'ai pas partie prenante dans un texte, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce que ce n'est pas défini, parce qu'elle varie d'une entreprise à l'autre. Bon. Dans la proposition principale que nous faisons dans le rapport, alors je dis nous simplement pour éviter toute confusion, dans ce nous, c'est une partie de la commission. Car nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord, ils sont cités, donc je ne dis rien de plus, AFEP, MEDEF, ANSA, donc vous connaissez les trois établissements, avaient une vision divergente de celle de la majorité des autres membres de la commission. Donc, et c'est bien reflété dans le rapport. Donc, c'est beau. Bon. Dans la proposition que font ceux qui sont en faveur de la modification, nous avons pris soin, et il y a notamment parmi les membres de cette commission le professeur Germain qui est présent ce soir, nous n'avons évidemment pas repris le terme de partie prenante, nous avons repris le terme de tiers. Confrère, vous disiez tout à l'heure, si c'est ça votre but, discutons des moyens. Alors, je m'arrête un instant là-dessus parce que votre remarque est extrêmement importante. Oui, c'est le but, clairement. Et oui, discutons des moyens. Et je permets de faire ce petit aparté, j'ai énormément regretté que pendant cette année passée, les gens qui étaient en faveur et les gens qui étaient contre n'ont pas su à un moment donné, travailler en commun sur un texte. Il était assez probable, une fois que le président Macron était élu, une fois que Emmanuel Macron était élu président, était assez probable qu'il revienne avec cette idée qu'il avait eue en tant que ministre de l'économie. Et je regrette beaucoup que nous n'ayons pas, il est peut-être encore temps, utilisé ce temps pour travailler ensemble à un texte satisfaisant pour tout le monde. Je le regrette d'autant plus que, et là je m'exprime à titre totalement personnel, que j'apprécie, c'est un peu prétentieux, comme tout le monde, la trame du rapport de Tassénard, je ne suis pas le seul, un peu perplexe sur les termes utilisés et je les pense en réalité en fait assez dangereux par rapport aux dangers que vous avez plusieurs fois soulevés. Donc je pense qu'on pourrait avoir une rédaction meilleure. Bon, je ne vais pas revenir sur l'intérêt social, c'est un débat en soi. J'ai noté plusieurs fois des choses que vous avez écrites sur l'intérêt social, mais n'y revenons pas, c'est peut-être ancien et écrit dans un monde différent de celui d'aujourd'hui. N'y revenons peut-être pas. Mais oui, quand même un point encore sur l'entreprise et ses associés. Vous avez certainement dans vos amis des idées, des gens, ou peut-être vous-même, et des gens, peut-être un peu moins par vos études, mais vous avez par vos amis des amis qui ont une idée d'affaires, un business plan, une idée d'affaires, ça c'est bon. Vous en avez, ils disent, tiens, je vais créer une entreprise autour de ça, j'ai une super idée. Bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dire, quelqu'un va leur dire d'abord, bah oui, mais pour mettre ta responsabilité, pour la limiter, il faut que tu crées une société. Donc la société est bien là, comme vous le disiez, pour permettre à l'entreprise de réaliser son objet. Entreprise qui ne figure nulle part dans le Code civil. Nulle part. Alors que c'est bien ça, le départ, c'est l'entreprise, le projet d'entreprise, et c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui que hier. Et ensuite, il va chercher des fournisseurs. J'emploie le terme de manière un peu provocatrice, comme j'en ai utilisé tout à l'heure de manière également un peu provocatrice, mais il va chercher des fournisseurs de locaux, des fournisseurs de crédit. Il va chercher des gens, et il ne sait même pas, quand il va voir des fonds au départ, quand il va voir des business angels ou autres, s'ils vont investir en equity ou en dette. Il ne le sait pas. Donc la réalité, c'est des gens qui vont lui permettre de financer son projet. Donc où est là ? Quel rapport entre cette réalité qui est de plus en plus forte et quotidienne et le Code civil ? Je prends un autre exemple, un exemple qui n'est pas français, mais il est frappant, même si ce n'est pas un bon nom ces jours-ci, mais Facebook ou tous les autres Facebook de la Silicon Valley. À quoi assiste-t-on ? On assiste à des gens fondateurs qui, par des moyens juridiques malins,
ont 10% du capital, 10% financièrement, 67%, 70%, 60% des droits de vote. Pourquoi l'ont-ils? Parce qu'ils veulent mettre le projet d'entreprise à l'abri du marché ou de l'associé. Je ne parlerai plus de marché. À l'abri des associés. Et ça marche parce que le projet est considéré bon. Donc il y a des réalités là, des réalités qui posent vraiment problème par rapport à la réalité, disons à l'actualité de notre droit. Dans les groupes familiaux qui sont effectivement à encourager, c'est évidemment la bonne, tous les exemples que vous avez cités, c'est évidemment l'entreprise dont on a envie, si je puis dire. Mais pourquoi? Parce que j'ai identité entre l'actionnaire et le dirigeant. Enfin, identité. En tout cas, j'ai le contrôle qui me permet d'avoir identité. Dans le cas d'Hermès, j'ai identité. Par exemple, dans le cas de Arnaud, j'ai identité. Dans le cas de Kering, j'ai identité. Bon, donc ça, c'est un peu... Et ça, ce sont des gens qui sont à l'abri précisément du court terme, puisqu'ils sont à l'abri du court terme, c'est leur mode de fonctionnement. Donc on voit bien que le court terme en soi pose problème. Donc est-ce que j'ai répondu? Pour chaque entreprise, les parties prenantes sont différentes. C'est certain. C'est à elles de les définir. Bien sûr, on le voit bien que pour une petite entreprise locale, pour une grande, elles sont différentes. Donc c'est à elles de les définir. C'est d'ailleurs ce que dit en d'autres termes le rapport de Tassénard. Et il est certain qu'à partir du moment où les concepts juridiques sortent de leur isolement, et c'est ça dont on a peut-être besoin aujourd'hui, vont davantage en confrontation avec la réalité, ils perdent de la pureté. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais ils gagnent en complexité. Le monde est par définition complexe aujourd'hui. Les intérêts contradictoires des parties prenantes, ils peuvent être contradictoires ou alignés, mais il y a des cas où ils peuvent être contradictoires. Comment arbitrer en fonction de l'intérêt, on va dire, de l'intérêt supérieur de l'entreprise, non pas du bien commun à mon avis, mais de l'intérêt supérieur de l'entreprise. Que la fonction de dirigeant s'est énormément compliquée pendant les 10 dernières années, je pense qu'il y a peu de dirigeants qui le contesteraient. Alors justement, vous utilisez le terme de dirigeant, je reviens un petit peu dessus, puisque quand on parle de la prise en compte des parties prenantes, cela conduit inévitablement à déplacer le barycentre de l'entreprise sur le dirigeant. Est-ce que finalement cela ne va pas à contre-courant des dynamiques managériales actuelles qui consistent quand même à inclure de plus en plus, je pense aux grandes sociétés notamment, les associés dans le processus décisionnel? Je pense notamment aux éléments sur la rémunération des dirigeants, où l'on fait voter les associés. Est-ce que finalement d'inclure ces parties prenantes, ça ne donne pas trop de pouvoir aux dirigeants, alors qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance à vouloir les limiter? Plus la notion d'intérêt social ou d'intérêt collectif ou d'intérêt propre ou de raison d'être est large, plus elle doit être interprétée. Qui l'interprète? C'est le dirigeant ou le conseil d'administration. Et par conséquent, le dirigeant, mais il n'y en a pas beaucoup, qui rechercherait d'abord et avant tout un surcroît de pouvoir personnel, à l'abri du contrôle des associés et même du conseil d'administration, ce dirigeant-là réclamerait un intérêt social collectif propre, le plus étendu possible, qu'il aurait à sa main comme gardien et comme juge. Mais c'est pas bon, ça. Parce que plus le dirigeant a des pouvoirs, plus ces pouvoirs doivent être contrôlés. Sinon, c'est la débandade. Et alors, on en arrive maintenant au fond du problème. Si l'on donne à la société et à ses organes la mission de trouver une conciliation, une harmonisation entre les intérêts opposés, vous l'avez dit, des parties prenantes, et si cet intérêt collectif des parties prenantes se fond dans l'intérêt social, fusionne avec l'intérêt social, car c'est bien ça ce qui est demandé.
alors, c'est vrai, les pouvoirs des dirigeants s'envolent en dehors de tout contrôle possible. C'est la première conséquence, mais ce n'est pas la plus grave. La plus grave, la voici. À partir du moment où l'intérêt collectif, qui remplacerait l'intérêt social ou qui serait fusionné avec l'intérêt social, cet intérêt social collectif représenterait les intérêts des associés, des salariés, des fournisseurs, des clients, des banquiers, etc. Cela signifierait que toutes les composantes de cet intérêt collectif, donc chaque partie prenante, aurait le droit de contester les décisions prises par les organes sociaux. Jusqu'à présent, une action en nullité dirigée contre une décision du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale est réservée aux associés. Mais si demain, l'intérêt social collectif est l'intérêt de chacune des parties prenantes, harmonisé, chaque partie prenante aura intérêt à contester une décision sociale au motif que cette décision sociale, à ses yeux, ne respecte pas cet intérêt collectif. Et on ouvre ainsi la voie aux actions en nullité des décisions sociales et aux actions en responsabilité des dirigeants à des personnes qui ne sont pas des associés, mais qui, disent-elles, participent à l'intérêt collectif. Et on aboutit ainsi à une intervention de plus en plus fréquente du juge qui devra apprécier si l'opération contestée, un rachat d'actions, une fusion, que sais-je, répond ou ne répond pas à l'intérêt collectif. Je crois que nos sociétés ne gagneront rien à cette judiciarisation de leur gouvernement. Voilà en ce qui concerne les moyens de l'intérêt collectif. Nous approchons effectivement du barycentre. Alors, en effet, je vais vous étonner, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire mon confrère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne le propose pas. Vous avez raison, vous avez raison en tout cas aujourd'hui. On verra dans un lointain avenir, parce que les choses peuvent encore évoluer. Si on reprend la proposition, par exemple, que nous faisons et que nous avançons, c'est que le conseil d'administration, on parle d'intérêt propre, et ensuite, quand on descend au niveau du conseil d'administration, on demande, il est toujours indiqué que la société a comme finalité, qu'elle est gérée dans l'intérêt des associés, d'accord, mais en considération des intérêts des tiers. C'est quand même une nuance qu'il faut faire. Ou alors on condamne un texte en agitant un épouvantail et on le repousse, mais c'est pas. Il faut quand même qu'on parle d'un texte spécifique. Si par exemple, je prends celui qu'on défend, c'est en considération des intérêts des tiers. Donc, et on précise d'ailleurs par rapport à cette question extrêmement importante de la judiciarisation. Vous avez évidemment raison, et c'est là qu'il faut parler des moyens. Vous avez raison encore. Dans ce qu'on écrit, on propose de bien préciser que cet arbitrage revient au Conseil et que le tiers n'aurait une action que s'il est clair que le Conseil a manifestement omis de prendre en compte des répercussions graves de ses décisions. Le rachat d'actions, vous prenez le rachat d'actions, mais c'est précisément, c'est tout à fait intéressant comme exemple. Le rachat d'actions, les rachats d'actions ont pris, alors je ne me souviens pas des montants, mais vous les trouverez facilement, des montants absolument gigantesques dans les dernières années. Est-ce que c'est à moi de juger le rachat d'actions? Non, mais est-ce qu'on peut s'attendre d'une société
qui est quand même, c'est quelque chose que vous ne dites pas aujourd'hui, mais qui est quand même, enfin, qui ne dites pas aujourd'hui, qu'on n'a pas encore rappelé, mais qui est quand même réel, la pression du marché sur les résultats trimestriels d'une entreprise. C'est une réalité. Vous parlez au directeur financier, vous parlez au directeur général. Je ne suis pas tout à fait cet homme qui vit seul dans une bulle et qui définit l'intérêt social. C'est un homme qui est pour l'exemple de la société cotée, mais pour l'exemple de la start-up qui a besoin de se refinancer aussi, et qui est soumis à une pression court-termiste, Cédar le dit, il est mieux placé que moi pour le dire. Bon, donc je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans les années, dans ce qui a prévu les années précédant l'école de Chicago et la déclaration de Friedman, qui précisément, l'ère managériale a amené à cette contrepartie de la shareholders value, mais qui était une étape qu'il faut, à mon avis, dépasser aujourd'hui. Donc oui, il faut prendre en compte le risque de judiciarisation, même si le fait que le juge soit là n'est pas une raison suffisante pour isoler le droit. Même ça, premier point. Et deuxième réponse, oui, il faut adresser cette question et on a essayé de le faire. J'ai dit intérêts opposés, ils peuvent être opposés. Il y a forcément un arbitrage. On n'est pas dans un monde, effectivement. Ils ne sont pas forcément opposés. Je dis peuvent l'être opposés. Donc il y a un arbitrage à faire. C'est ce que fait le conseil d'administration déjà aujourd'hui. Vous dites, mademoiselle, avec ce changement, les dirigeants deviendraient le barycentre. Pas tout à fait mon analyse. C'est que l'endroit de frottement difficile, le goulot d'étranglement aujourd'hui, et c'est ressorti pas mal de ce que vous avez dit et de ce que je dis, c'est précisément ce contact entre le dirigeant et l'Assemblée générale. De manière générale, les dirigeants, dans leurs actions vers le bas, si je puis dire, appelons ça vers le bas, en aval, effectivement répondent bien à la description que vous en faisiez. Ensuite, il y a un problème quand il s'adresse à l'Assemblée générale. Par exemple, s'il s'agit d'activistes, mais tous les activistes ne sont pas forcément mauvais, mais un activiste court-termiste, on va le dire, de ce sens-là, et qui agirait contre l'intérêt de l'entreprise. On voit bien qu'il y a un point de friction. C'était le président Macron qui disait il y a quelque temps, j'en ai assez de rencontrer des dirigeants qui ont 2 rapports en poche. Dans la poche droite, c'est un rapport où il n'y a que des chiffres. Et dans la poche gauche, c'est le contraire, non, mais pour vous c'est ça, c'est gauche, il n'y a que la description de ce qu'ils ont fait en matière de RSE. Bon. Et selon où ils s'adressent, ils vont utiliser l'un ou l'autre. Effectivement, il faut qu'on en sorte de cette dichotomie. Voilà. Donc, plus que de... J'ai lu ce que vous avez écrit au moment où, notamment sur l'intérêt de l'entreprise, disant c'est une idée à la mode, et qui est parce que les dirigeants auraient l'idée d'avoir plus de pouvoir. Je ne le crois pas. C'est une idée qui permettrait d'avoir plus de fluidité également, c'est un des avantages, dans le dialogue AG-CA. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que vous souhaitez apporter une réponse rapide avant qu'on passe à la partie questions. Oui, très rapidement, oui. Maître Hurstel, vous avez un problème avec le marché. Hein. Pression sur les directeurs financiers, court terme, etc. Mais j'y pense. On devrait en faire une partie prenante. Si le marché exerce une telle pression sur l'entreprise, pourquoi ne pas associer le marché, par la personne de ses représentants, au fonctionnement des entreprises cotées? Vous voyez, où mène cette invocation du marché dans la gouvernance des sociétés? C'est à double tranchant. Et bon, enfin, l'objet de notre propos aujourd'hui n'est pas de traiter de l'organisation du marché et des pressions qu'il peut exercer. Cela dit, si la bourse et ceux qui agissent en bourse préfèrent le court terme au moyen terme ou le moyen terme au long terme, eh bien, écoutez, il faut voir ça au niveau non pas des entreprises, mais bien au niveau des marchés. Bien. La deuxième observation, voilà, vous souhaitez insérer un article 1833 alinéa 2 qui, d'après ce que j'ai appris hier du ministre de l'économie, serait ainsi rédigé: la société est gérée dans l'intérêt social en considérant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Bien. Mais ces enjeux-là
sont déjà considérés par les sociétés et sont fortement considérés. Comme vous l'avez dit, le conseil d'administration et la direction générale arbitrent tous les jours entre les intérêts opposés des salariés, des associés, des clients, des fournisseurs. Il y a un dialogue permanent entre la direction des sociétés et les représentants des salariés. Il y a un dialogue quotidien entre une entreprise et ses fournisseurs, ou une entreprise et ses banquiers, ou une entreprise et ses clients. Alors, pourquoi vouloir mettre dans la loi cette considération qui existe déjà, avec le risque, et je termine là, avec le risque que si on met ça dans la loi, cela va légitimer les actions en annulation et en responsabilité qui seront dirigées par des tiers contre des décisions sociales ou contre des dirigeants sociaux. Et là, la boîte de Pandore est ouverte. Donc, je ne pense pas qu'il faille écrire ça dans la loi pour les deux raisons que j'ai indiquées. Voilà. Je vais me permettre de vous faire un cadeau tout à l'heure. Oui, absolument, de ce rapport qui, vous verrez, et je réponds très très brièvement, non, ça n'est pas la proposition que vous avez faite, que nous avons faite, pardon. La proposition que nous, enfin on en fait plusieurs, mais celle que nous recommandons particulièrement, c'est dans 32 de laisser 32 comme il est, et de rajouter dans la considération des tiers concernés, dans 33 de rajouter, enfin de modifier 33, toute société doit avoir un objet licite, donc sans modification, et être constitué et géré dans l'intérêt de l'entreprise commune. Et ensuite, de spécifier ça dans le 225-35. Le conseil d'administration, comme c'est écrit actuellement, détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise commune et en considération des intérêts des tiers prenant part, en qualité de salariés, de donneurs de crédit, de fournisseurs, de clients ou autrement au développement dans l'entreprise. Les tiers concernés ne peuvent mettre en cause la responsabilité des membres du conseil d'administration que si le conseil a manifestement omis de considérer les répercussions graves de ses choix sur certains d'entre eux. Donc simplement, voilà, vous me faisiez tout à l'heure une invitation, je le garde encore parce que j'en ai encore besoin, mais je vous le donne tout à l'heure, à parler de terminologie. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire et je pense qu'elle est préférable, notamment par rapport aux préoccupations tout à fait légitimes que vous avez évoquées. Je vous remercie. J'aurais plaisir à recevoir ce cadeau, mais j'ai eu la chance de pouvoir examiner le rapport dans sa version PDF, enfin le rapport du Club des juristes, n'est-ce pas, dans sa version PDF, et j'ai aperçu qu'il y avait non pas une proposition dans ce rapport, mais qu'il y en avait 4 ou 5, et qui étaient bien différentes. Et enfin... Et c'est celle-là qui est préconisée. Oui. Oui, oui. Par la commission. Elle ne prend pas parti, la commission. Ah, elle est très prudente. Ah, si, pardon, mais je l'ai co-présidé avec Antoine Frérot et j'ai un peu rédigé le rapport et je peux vous dire, enfin je ne vais pas vous embêter maintenant, mais c'est clairement indiqué dedans. Non mais de toute façon, s'il y en a une qui est préférable, tant mieux, mais enfin, il est clairement indiqué dans le rapport qu'il y en a une qui est préconisée. Oui. Non, le texte que j'évoquais auparavant, c'est celui que j'ai entendu de M. Bruno Le Maire hier soir, qui est quand même... Non, je n'ai pas dit qu'il a plus d'importance, mais qui aujourd'hui... Cette dernière version du texte du gouvernement est très, très, très en retrait par rapport au texte que vous venez de lire. Voilà. Ah ben non, je vous dis ce que j'ai appris hier. Mais, merci à tous les deux. On va peut-être passer aux questions du public s'il y en a. Est-ce que les gens qui, dans le public, ont des questions peuvent lever la main, juste histoire qu'on voit le nombre de questions qu'il va y avoir à peu près? Bon, une pour commencer, on verra ensuite. Je vais donner le micro. Non, j'ai aucune question à poser. J'ai plutôt des opinions à exprimer, assez brièvement. D'abord, je veux remercier nos deux orateurs pour la qualité de leur échange. Vous aviez présenté un peu
sous l'image du ring de boxe, plutôt c'était fleuret moucheté. Mais pour ma part, je voudrais m'exprimer de manière assez tranchée. Et pour dire que je suis tout à fait hostile à une modification des premiers articles du Code civil consacrent au contrat de société, et non pas la société personne morale. Bon, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Je retiendrai deux raisons qui, à mes yeux, sont importantes. La première, me semble-t-il, c'est que vouloir résoudre des problèmes qui touchent ce qu'on appelle les tiers, c'est-à-dire qui impliquent des considérations variées, comme l'intérêt des salariés, l'intérêt national dans certains gros dossiers, l'intérêt des fournisseurs, des banquiers, les considérations environnementales qui aujourd'hui sont sensibles, que vouloir résoudre ces questions, même les intégrer, par le droit des sociétés est une erreur de méthode. La question n'est pas de savoir si on doit faire une plus ou moins grande place, par exemple, à l'opinion des salariés dans la gestion de l'entreprise, si on doit prendre plus ou moins en compte des considérations d'environnement. On peut être modéré, on peut être plus expansionniste, mais ça n'est pas au droit des sociétés de résoudre ces questions. Parce que, tout simplement, pour raisonner sur l'exemple des salariés, qui est un bon exemple, les salariés ne font pas partie de la société. Ils ne font pas partie du groupement de personnes que constitue une société. Ils ont des intérêts à défendre, et on pourrait aller très loin, mais là où il faudrait aller, si on aime les salariés, si je puis dire, c'est en droit du travail. Il y a des organismes pour ça. Il y a le comité d'entreprise. On pourrait imaginer, ça ferait crier les patrons, évidemment, de donner plus de pouvoir au comité d'entreprise en matière d'offres publiques, de fusion, de transfert de sièges, que sais-je encore, mais pas en droit des sociétés. J'allais dire, si on va jusqu'au bout, il n'y a plus que les associés qui auraient plus le droit d'avoir leur structure à eux. C'est eux quand même qui ont fondé la société, c'est à eux de s'y exprimer. Ils peuvent rencontrer des difficultés autour. En matière d'environnement, ils doivent respecter la législation sur l'environnement, mais la législation sur l'environnement ne fait pas partie des règles gouvernant la société. En tout cas, pour moi, c'est une erreur de méthode que de vouloir mélanger. Puis la deuxième raison, je voudrais vous livrer en toute amitié, c'est que jusqu'à présent, ce soir, je n'ai pas entendu quasiment pas un mot de ce qui n'est pas français. Le débat, il est vraiment franco-français. Et il me semble tout de même que depuis un certain temps, nous sommes en Europe. Avant de refaire du droit des sociétés, il faudrait peut-être tenir compte de ce que la France est en Europe. Et j'ai au moins deux points de vue. Le droit des sociétés de source européenne se développe. Et c'est plutôt considéré comme une bonne chose. Il serait ennuyeux que nous adoptions unilatéralement des positions trop particulières qui s'intégreraient mal avec ce que font nos voisins européens. Et il serait également dommage que nous adoptions des solutions qui ne sont pas en phase avec certaines règles de droit européen. Vous avez cité, je ne sais plus si vous, mademoiselle ou monsieur, le CNP. Le CNP aujourd'hui, c'est du droit européen. Et le CNP, vu d'un point de vue français, dans une certaine mesure, affaiblit le pouvoir de décision du conseil d'administration et le transfert à l'Assemblée générale des associés. Ça, c'est du droit européen. Il faut que la règle française ne soit pas en contradiction avec l'esprit du droit européen. Et puis d'autre part, et je terminerai par là, en Europe aujourd'hui, nous sommes à l'aube, on sent les frémissements, d'une certaine mobilité des sociétés. Aujourd'hui, une société européenne peut transférer son siège social. Une société de droit français peut quitter la France en étant absorbée par une société de droit anglais ou de droit luxembourgeois. LVMH, c'est une société européenne. Wendel, c'est une société européenne. Schneider, c'est une société européenne. Donc ce sont des sociétés qui peuvent quitter la France relativement facilement. Si vous touchez à 1832 et 1833 de manière symbolique, j'entends si ça n'a pas de vraies conséquences sur le pouvoir et sur l'argent, on vivra avec. Si la modification diminue la rentabilité des capitaux investis et retire de vrais pouvoirs aux investisseurs, ils comprendront, ils en tireront les conséquences
Et il y en a déjà qui se disent que la législation des Pays-Bas, elle n'est pas si mauvaise que celle-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être que Maître Hurstel, vous souhaitez réagir ? Oui, volontiers. Professeur, sur le deuxième point, celui de la France et de l'attractivité de la France, bien sûr qu'il faut réfléchir et qu'il faut regarder cet aspect-là, et c'est pour ça, mais je vais encore faire des cadeaux, que nous avons dans un chapitre, dans un des 3 chapitres de la commission, nous avons heureusement, ça fait plus d'1 an que nous avions travaillé avant ces annonces, nous avons regardé ce qui se passait dans les pays voisins. Nous avons fait venir des spécialistes de ces pays voisins. Donc le souci est très légitime. En Angleterre, le conseil d'administration a l'obligation, dans l'article 172 de la loi de 2006, de have regard to, je crois que le terme c'est have regard, mais si ce n'est pas having regard, c'est proche, aux intérêts des employés, aux intérêts à long terme de l'entreprise, aux intérêts des parties prenantes, à sa réputation. Enfin, il y a une liste extrêmement longue autour de la partie prenante. Et quand Theresa May a été, juste avant son élection, elle a eu un discours qui a fait beaucoup d'écho en disant que ceci n'allait pas assez loin, qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Ensuite, le Brexit a un peu tempéré son ardeur. Donc ça, c'est le cas de l'Angleterre, nous sommes très en deçà. Le cas de l'Allemagne, l'économie sociale de marché, la codétermination, on n'est pas dans un droit syndical. On n'est pas dans le comité d'entreprise qui a plus de droits. On est dans la codétermination et qui fonctionne très bien. Et l'économie sociale de marché telle que prônée et transformée dans la loi dans les années entre 63 et 66. Enfin, non, ce n'est pas seulement pour les sociétés anonymes. Sur la loi sur les sociétés, la société doit être gérée dans l'intérêt, enfin tout ce que Erhardt avait dit à l'époque, ça s'est transformé en droit, et il y a en jurisprudence, mais également au niveau de l'actionnaire, enfin nous décrivons tout cela, je ne veux pas être trop long, une véritable obligation de prendre en compte, y compris pour l'actionnaire, les impacts de leurs décisions par rapport à leur environnement. Enfin, l'économie sociale de marché, c'est une réalité. La Hollande, il y a 2 jours, Unilever, qui a un double, comme vous le savez tous, un double siège, en Angleterre et en Hollande, a déclaré qu'ils allaient laisser tomber leur siège anglais, pour n'adopter que le siège hollandais. Alors, il y a peut-être des raisons cachées, mais la raison annoncée, c'est précisément que le droit néerlandais accordait une importance plus importante aux parties prenantes, et que c'était bon pour l'entreprise, et que c'est pour cette raison-là qu'ils émigraient en Hollande. Larry Fink, PDG de BlackRock, un certain nombre de milliers de milliards de gestion, envoie une lettre à tous les grands dirigeants en disant « Je n'attends pas de l'entreprise simplement les profits, j'attends de l'entreprise qu'elle m'explique comment elle contribue au bien commun. » On peut dire que c'est de la blague, on peut dire que c'est du social washing, mais ne me dites pas qu'avec ce changement, on est en train de chasser les entreprises de France. Ça n'est pas... Enfin, toute l'actualité dit le contraire. Votre souci est légitime. Moi, c'est accessoirement les entreprises qui me font travailler tous les jours. Donc, pas tellement envie qu'elles partent. Sinon, ma durée de vie serait brève. Et si je dis... Bon. Donc, sur l'autre partie, les salariés, ce serait trop long de répondre. Je ne suis pas sûr que le contrat de travail résume... Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit du travail. Nous avions Emmanuel Barbara dans le groupe, mais je ne suis pas sûr que le contrat de travail contient la totalité du lien entre l'entreprise et le salarié. Vous disiez, confrère, tout à l'heure, que vous avez décrit l'entreprise et vous avez dit que la société a pour objet de donner une vie, la personnalité et de posséder des biens, d'avoir des contrats, de s'engager. Mais vous l'avez bien défini par rapport à l'entreprise. L'entreprise est bien un lieu collectif dont les salariés font autant partie que les autres parties prenantes. Donc l'entreprise, pas la société, l'entreprise, vous avez raison. Mais quand je dis, pardon de m'exprimer ainsi, prenant en considération, il ne me semble pas vous voyez, il me semble simplement qu'on reflète la réalité de l'entreprise, lieu collectif et de confiance, accessoirement, et de confiance. Le capital confiance est infiniment plus important que le capital social. Très bien, merci beaucoup. Maître Schmitt, vous souhaitez certainement répondre et ensuite Oui. nous prendrons une autre question. Oui, juste un mot. Il est évident que toute société qui le désire peut très bien annoncer
que désormais, elle entend, parallèlement à la recherche du profit, rechercher, satisfaire des missions d'intérêt commun, environnemental, sociétal. Une société est libre de le faire dès lors que ses actionnaires l'approuvent et que le conseil d'administration l'approuve aussi. Il n'y a aucune interdiction à cela. Donc lorsque BlackRock, son dirigeant, a pris l'initiative que vous avez évoquée, s'il est approuvé par son conseil d'administration et ses actionnaires, on n'a rien à redire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre ça dans une loi. Et vous avez cité l'Allemagne. Bon, c'est un droit que je connais un peu. La Mitbestimmungsgesetz, donc cette loi sur la codétermination, qui ne concerne que les entreprises de plus de 5000 salariés, a été votée en 1945 dans les circonstances que vous imaginez, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle ne concerne que les conseils de surveillance, car les Allemands n'ont pas de conseil d'administration. Or, le conseil de surveillance en Allemagne, composé de représentants d'actionnaires et de salariés, a un rôle de contrôle et de surveillance de l'action de la direction. Ce n'est pas du tout la même chose dans notre système dualiste, où le conseil d'administration en France a le pouvoir d'orienter l'activité de la société, de déterminer les options stratégiques, c'est-à-dire il a un pouvoir de décision. Donc le rapprochement avec le système allemand, qui d'ailleurs fait l'objet de débats en Allemagne et qui est loin d'être approuvé par tous, et qui est critiqué notamment parce que le conseil de surveillance de Volkswagen n'a pas pu prévenir ni même déceler les fraudes au diesel que vous avez évoquées. Ce système, ce rapprochement n'est pas très heureux. Il ne faut pas le faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer à une autre question. Ah, là-bas et ici. Merci. Bonsoir maître. Ma question est plutôt adressée à maître Hurstel en fait. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait plus en France d'associés mais qu'il y avait des investisseurs. Donc je considère que vous faites davantage référence par là aux sociétés cotées. Vous avez dit ensuite que vous vouliez adapter le droit. Mais alors si vous voulez adapter le droit aux sociétés cotées, pourquoi vouloir toucher au droit commun des sociétés ? Et pourquoi ne pas davantage centrer la réforme sur un droit spécifique aux sociétés cotées ? Parce qu'il me semble que vous faisiez référence, maître Schmitt, au SCI. Il n'y a pas de directeur financier, par exemple, dans une SCI. Alors pourquoi vouloir modifier le droit commun et ne pas plutôt vouloir modifier ou mettre en place un régime spécifique aux sociétés cotées ? Très bien, merci pour cette question. Peut-être que nous allons prendre également la deuxième pour des questions de temps. Moi, je ne voudrais pas faire chuter brutalement le niveau de cette conversation, mais je pose simplement une question qui est plutôt une observation qu'une question. Est-ce qu'il est possible d'envisager que la norme juridique en elle-même ne soit pas forcément la plus pertinente en la matière, puisqu'on remarque que sociologiquement, et bien même s'agissant de considérations environnementales, le mouvement vient plutôt des entreprises elles-mêmes, et on voit le développement de certaines entreprises qui ont vocation à noter les entreprises entre elles sur des considérations liées à l'environnement et même à la protection des salariés. Et n'est-il pas possible que, au-delà du débat sur la réforme donc de l'objet de la société, il ne fasse pas faire confiance aux entreprises dans une proportion telle que ce serait à elles de répondre à ces enjeux-là, non pas en prenant en compte à titre individuel les enjeux environnementaux, sociétaux, mais en laissant d'autres entreprises se charger de ce contrôle et qu'il ne soit plus donc de nature juridique, mais finalement de nature privée, et d'inclure donc les acteurs au sens large, c'est-à-dire les consommateurs, dans la gestion de ces enjeux. Très bien, merci. Maître Hurstel, vous souhaitez répondre ?
La prise en compte de l'intérêt propre de l'entreprise et la considération pour les parties prenantes ne s'applique pas qu'aux sociétés cotées. Ça s'applique à toute société. Vous avez une petite société en province, elle aura un rayonnement, elle aura une PME, elle aura un rayonnement local, mais ces décisions pourront avoir un impact extrêmement important localement. Donc, je pense d'ailleurs que naturellement, on va me dire pourquoi changer la loi, naturellement, les chefs d'entreprise qui effectivement sont des associés, je visais, je pense que ça va revenir longtemps, mais je visais les grandes sociétés cotées, disaient non, il n'y a plus d'associés, ce sont des investisseurs. Voilà. Dans ces cas-là, lorsqu'on a un capital très éclaté, on connaît tous la question, enfin là aussi on n'en parle pas, mais c'est quand même une réalité, le high frequency trading, c'est une réalité. Je ne vois pas très bien, enfin personne ne considère que c'est un progrès d'avoir maintenant le high frequency trading, et ça a légèrement réduit la durée de vie de détention des actions. Si on le prend en compte, dans certaines sociétés, on a quand même en France 33% du capital des sociétés du CAC 40 qui est détenu par des fonds institutionnels qui ne votent pas. Ce sont des réalités économiques un peu plus fortes et qui suivent ce que le proxy dira. Bon. Donc il y a quand même des réalités économiques là fortes. Donc non, je pense que ça concerne toutes les sociétés. Alors effectivement, la société civile qui a pour objet l'organisation d'un patrimoine, elle n'est pas très affectée par les questions dont on parle aujourd'hui. Je ne vois pas en revanche quel est l'inconvénient dans les modifications du Code civil, quel serait l'inconvénient pour elle dans son fonctionnement. Donc oui, ça je pense que ça répond aux deux premières questions. Sur la norme juridique, oui, alors je ne sais pas si vous avez abaissé le niveau du débat, il me semble pas tout à fait. Bien sûr que il n'y a pas que la norme juridique, et il y a bien un mouvement général actuellement aux différents niveaux. On parlait tout à l'heure des marchés. Il y a quand même eu, à ce propos-là, récemment, il y a quelques jours, la sortie du programme d'action, ça s'appelle plan d'action c'est pas une finance durable, mais c'est une finance pour un capitalisme durable, qui est un plan extrêmement ambitieux, qui est européen. Donc là, la compatibilité, lisez-le, lisez ce plan d'action qui vient de sortir, après la réunion du groupe des experts de haut niveau qui a sorti son rapport en janvier, pareil, c'est pas finance durable, mais c'est à peu près ça. Il est extrêmement ambitieux et il a évidemment un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Quand je parlais de BlackRock, pardon, mais j'étais peut-être pas clair, le fonctionnement de BlackRock n'était pas le sujet, c'est que, ayant des milliers de dollars, des milliers de milliards de dollars en gestion, c'est eux qui investissent dans les sociétés dont on parlait, c'est en tant qu'investisseurs. Bon, ce plan d'action pour une finance durable est également un élément important. Se pose la question de la comptabilité. Il y a toute une réflexion qui est menée actuellement, notamment en France, par un certain nombre de professeurs de comptabilité, sur en lien, le parallèle de ce dont nous discutons aujourd'hui avec la comptabilité et l'exclusivité de calcul d'un profit financier. Il y a la question des proxys. Il y a toute une série de questions, et si c'est juste un changement du Code civil qui, effectivement, je reprends vos termes, n'a pas beaucoup d'effets, et qu'on s'arrête, on ne s'arrête pas là, parce que le monde est en train de changer, je viens de donner quelques exemples. Donc la question est plutôt en sens inverse. Le droit doit-il rester dans ce temple un peu isolé? La cité, ça arrange tout le monde dans la cité parce qu'elle peut tourner comme elle veut. Ou est-ce que le droit a, et pour reprendre, pardon, ça peut paraître pédant, revenir à Aristote, une fonction d'ordonnateur de la cité? Et moi, je suis étonné en tant que praticien. Pardon, quelqu'un dit, vous voulez changer le droit? Non, je ne veux pas changer le droit. Je suis un peu plus modeste que cela. Et je pense qu'il serait utile de le changer. Et je pense que quand même, comparé, mais là, ce sont des sujets que vous dominez infiniment mieux que moi, messieurs les professeurs, c'est que je crois que dans les 50 dernières années, le droit a un peu perdu ne s'entend plus sur la place publique. Les économistes se sont tournés vers les mathématiciens, alors qu'avant, ils dialoguaient plus avec les juristes. Et que oui, je pense que le droit a une fonction ordonnatrice qui est quand même appelée assez fortement aujourd'hui en matière d'économie. On ne peut pas sous-estimer le nombre d'ouvrages, de colloques,
qui ont été écrits et faits pendant les 10 dernières années sur le sujet. Je pourrais aussi, pour des raisons personnelles, mentionner les appels des différents papes, des 3 papes derniers. Ils sont forts et il y a devant eux 200 parmi les plus grands dirigeants européens, enfin ou mondiaux même, qui écoutent et qui disent oui, il faut changer le... Là, vous allez dire après, monsieur le maître Hurstel veut changer le système. Non, non. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question une question, c'est vraiment une question, mais que vous dominez beaucoup mieux que moi. Est-ce que le droit, est-ce qu'on doit garder la pureté du droit, quitte à isoler le temple, ou est-ce qu'on doit prendre le risque de le frotter à des réalités qui sont effectivement un peu difficiles, mais qui, je pense, si on les... Enfin, difficiles, qui sont plus difficiles à appréhender, mais que je pense que si on est extrêmement prudent, la fameuse main tremblante, qu'est-ce qu'on entend parler de la main tremblante là depuis quelques mois? Oui, prenons cette main tremblante, mais travaillons peut-être ensemble, voir s'il n'y a pas cette nécessité. Je ne veux pas être emphatique, mais ni long. Très bien, merci. Maître Schmitt, vous souhaitez répondre? Juste un mot. Merci. Je crois que le droit ne cesse pas d'évoluer. Et peut-être même qu'il évolue trop. Avoir le nombre de textes concernant le droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966. Si on fait le parallèle avec la loi du 24 juillet 1867, eh bien, en 99 ans, il y a eu 100 fois moins de textes que depuis 1966. Donc l'évolution, elle est là. Et le droit, il est dans la cité, il n'est pas dans un temple, il est appliqué tous les jours par les dirigeants des sociétés, par les cadres supérieurs et par les tribunaux. Merci. Très bien, merci pour cette réponse. Nous allons prendre une dernière question, s'il y en a, oui, là-bas. Merci. Ma question porte sur la distinction entre l'intérêt social et l'intérêt des associés, et notamment sur la prise en compte des intérêts des autres parties prenantes, puisqu'il y a une très importante partie prenante à toutes nos sociétés, qui est le fisc. Et on pourrait dire presque un associé à 33% de toutes nos sociétés, mais disons que c'est une partie prenante. Et l'administration fiscale essaye depuis longtemps de redresser notamment certaines opérations qui sont les fusions rapides. Et dans ces opérations, en invoquant que l'intérêt de la société absorbée, que l'opération est contraire à l'intérêt de la société absorbée, puisqu'évidemment elle disparaît. Et donc il s'agit d'un acte anormal de gestion. Et face à ça, il est régulièrement répondu que ça ne peut pas être contraire à l'intérêt de la société, puisque c'est l'intérêt de ses associés de procéder à cette fusion. Est-ce que vous ne pensez pas que donc, si on commence à distinguer, Monsieur Hurstel, l'intérêt social de l'intérêt des associés, on risque de créer une insécurité, notamment dans cette matière fiscale? Ou est-ce que je m'éloigne trop du débat droit des sociétés? Vous avez donné la réponse, monsieur. Alors dans ce cas-là, je suis obligé de répondre. La fusion rapide se pose notamment dans le cas, dans le cas du LBO et de la dette qui est prise dans la société du haut. Et qui, voilà, enfin bon, visiblement vous connaissez, je vois que j'ai affaire à des gens bien formés, ce qui n'a rien d'étonnant. Bon, donc la question est de savoir, le fisc se pose la question, c'est un peu simple, puisque ça permet de faire redescendre la dette et c'est un problème, pour le coup, c'est un problème purement fiscal et en tout cas, sur lequel on pourrait avoir un avis. Mais en tout cas, je vous répondrai en sens inverse, que le fisc n'a pas eu besoin de la modification de 1832 pour faire valoir son point. Qu'il est gagnant. Très bien. Maître Hurstel, Maître Schmitt, nous vous remercions chaleureusement pour être intervenu lors de ce débat. Nous remercions encore Monsieur Pierre Minor, le Crédit Agricole et Amundi pour nous avoir permis d'organiser cette conférence. Voilà. Merci à tous. Je vous invite à passer à côté maintenant pour le cocktail.